Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue aux milliers et milliers de personnes qui téléchargent de plus en plus souvent, d'ailleurs, on va dire, le podcast des Dérangeants. Merci beaucoup de le faire. Je pense qu'on est rendu à millions, là. Ah oui, on l'a atteint finalement? Oui. Non, tu tombes de zéro à 10 millions. Aujourd'hui, on a un plateau entièrement masculin avec nous. Étienne est là, Carlo est là. Salut, Pat! Et monsieur... Salut, Pat! OK, il y a de l'énergie. Moi, je vais être plus calme. Dis bien, Alex. Salut, Pat. Aujourd'hui, allô, Alex. On va aborder la problématique des subventions aux entreprises un petit peu plus tard dans l'émission. On va recevoir également la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Mais j'ai hâte de voir la discussion que vous allez avoir Elle avec n'arrivera pas en Manon dessous, Massé. c'est sûr. Non, mais avec ses idées quand même. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se confronter avec les vôtres. Mais pour l'instant, les boys, on va se parler de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. On va débuter avec toi, tiens, Étienne. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule qui va devenir un coup de cœur parce que c'est tellement la mode chez les dérangeants qu'on est bipolaire sur nos coups de cœur, coup de gueule. Là. Je m'inspire de Marie-Philippe qui sait pas faire la différence entre les deux. Ultimement, coup de gueule parce que j'ai besoin qu'on change un comportement dans le milieu de travail. Une situation qui m'arrive assez régulièrement de me faire dire sur un dossier, dans un meeting, « Ah ouais, focus dans 30 secondes. » là. Ou, t'es comme, assis-toi, là. Moi, je suis capable, tu vas y arriver. Là, comme, mets-toi devant ton ordi, là, concentre-toi, ça va bien se passer. Dire ça à quelqu'un qui a un trouble déficitaire de l'attention, c'est la même chose que de dire, ultimement, à quelqu'un qui a un trouble dépressif, « Souris donc. » Ça se peut pas. La santé mentale dans les entreprises, c'est bien réel. Et j'aimerais ça insuffler un vent de fraîcheur avec un peu d'empathie. Quand vous voyez quelqu'un qui rush, dites-lui comment je peux t'aider. Hey, juste ça, là, la réponse va être « Ah, t'es bien fin, merci, tu peux pas faire grand-chose, mais juste que tu me l'offres enlève énormément de poids et de stress. » Donc, je tiens juste à dire, les gens qui vivent avec un problème de santé mentale, c'est nos frères, c'est nos parents, c'est nos collègues, et ils se lèvent à tous les matins, paient leurs impôts, vont travailler, prennent soin de leur famille, mais ils vivent avec un handicap de plus. Et donc, si les gens, ça touche cette cause-là, je les invite à un cocktail à la Caisse de dépôt le 11 avril prochain, où est-ce que je suis co-président d'honneur au profit de la Fondation de l'Institut de la santé mentale de Montréal, qui s'appelle le cocktail Et de feu et de glace. Et donc, c'est pour vraiment une bonne cause et conscientiser enfin un peu la société sur cet enjeu. Mais Étienne, ces gens-là aussi peuvent se procurer un test chez Biogénique pour une meilleure médication, right? Non, là, c'est la Fondation de l'Institut de la santé mentale de Montréal qui est à l'honneur. Carlo? Coup de gueule aujourd'hui. Puis là, ça touche un peu notre invité tout à l'heure, puis le côté un peu public, parapublic. Quand on crée des organismes au Québec ou partout ailleurs, que ce soit un hôpital, une commission scolaire, dès qu'on crée quelque chose comme ça, son seul but ensuite, c'est de survivre. On va tout faire pour pas mourir, parce que c'est le propre d'un organisme. Exact. Là, ce qu'on voit au Québec, c'est la volonté du gouvernement de François Legault d'implanter des maternelles 4 ans. Je ne veux même pas débattre l'idée, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, puis ce qui me dérange énormément, c'est qu'on voit des groupes comme, par exemple, l'Association des CPE et autres faire preuve de démagogie pour dire « Ah, ben c'est clair, le gouvernement veut détruire le réseau des CPE. » Moi, quand j'entends des trucs comme ça me fait chier parce que la question qui se pose, c'est pas les CPE, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? La question, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants? Puis ces organismes-là font preuve d'un corporatisme qui les honore pas. Même chose avec les syndicats qu'on voit souvent. C'est quasiment syndical, là. Oui, c'est ça. Puis c'est de dire notre intérêt à nous comme organisme ou comme syndicat est plus important que l'intérêt de la société. Fait que moi, ce qui me dérange, c'est d'entendre... Que l'intérêt des enfants. Que l'intérêt de l'utilisateur, dans ce cas-ci, les enfants, les maternelles et leurs parents. Puis donc ça me dérange parce que ils sont forts, ils ont de l'argent, ils sont capables d'avoir des films de relations publiques qui les aident à véhiculer un message qui est pas le bon. Puis c'est difficile pour les gens, dans leur vie de quotidien, de se faire la part des choses, de lire assez, puis d'avoir une idée complète. Puis ça me dérange. Parce qu'on se pose pas la question, qu'est-ce qui est bon pour les enfants? C'est du lobbyisme, c'est vieux comme le monde, s'ils protègent leurs emplois jusqu'à un certain point, non? Tout à fait. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que si leur objectif à eux, ultimement, c'est d'être au service des enfants. Uh-huh. Mais ils sont au service d'eux-mêmes. Ils sont au service de leur survie et du survie des jobs de leurs membres. Je suis pour les jobs de leurs membres, mais pas au détriment
du futur de mon enfant. Fait que mon point, c'est la question, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants et non qu'est-ce qui est bon pour la travailleuse en CPA. La même chose, c'est pas qu'est-ce qui est bon pour l'enseignant, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Puis on se pose pas assez cette question-là dans la société. Ça revient tout le temps à des jobs de PR puis des jobs de lobbyiste. Ça me dérange. C'était ton coup de gueule. Donc, Alex, coup de gueule, coup de cœur. Un coup de gueule, Pat, puis là, je dois t'avouer. OK, tout le monde fait le coup de gueule. Ben, je suis pas mal découragé. Là. Il fait fret, on est tanné, on veut le printemps. À qui on peut faire confiance, Pat, au Québec? Martin Prudhomme a été relevé de ses fonctions pour allégation, et là, je dis allégation, il n'y a pas d'accusation, d'inconduite criminelle. Hey, c'est le top de la police au Québec. Oui, c'est ça. Lui, juste pour situer DG le monde, du SQ. C'est le directeur général de la Sûreté du Québec. C'est la personne qu'on a mandatée pour redresser Mettre de l'ordre, ouais. le SPVM. Et là, aujourd'hui, et je pense que ça s'est jamais fait en plus qu'un ministre suspend le directeur de la Sûreté du Québec. Je pense que c'est jamais arrivé. À qui on va faire confiance? Ça devient effectivement de plus en plus difficile. Complètement d'accord avec toi. Mais vous n'avez pas l'impression, effectivement, que des fois, au Québec, on vit une espèce de scénario digne des plus mauvais films de gangsters? Ben, Omerta va revenir. Mais c'est Ils ont clair. du matériel pour 50 saisons. Mais tout ça est dans le District 31. de Passe-partout toute est façon. revenu aussi. Ouais, donc, chez le commandant Chias. Ah, mais ça, c'est écœurant. Là. C'est vraiment bon, ça. En tout cas, On est tous de la génération passe-partout. Oh oui. on la chante dessus? Non, Je pense qu'on va c'est pas bon dans le brand des dérangeants. Chanter passe-partout. Dans quelques instants, elle est avec nous, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. On aura... je pense qu'on peut parler d'un débat avec elle. Ça s'en vient. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Elle est députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. On est extrêmement heureux de pouvoir avoir une bonne discussion avec Manon Massé. J'allais dire comment allez-vous, mais là, vous y croyez pas ou vous. Je dis que comment vas-tu? C'est-tu mieux comme ça? Ben moi, ça me va, mais tu peux me dire vous pouvez me dire tu. Faites ça comme vous voulez. Écoute, je vais vraiment bien, puis je suis vraiment contente d'être là avec vous autres à soir, les boys. Ah, ça fait plaisir. Vous savez que Bonjour. ce sont les dérangeants donc de l'entrepreneuriat. Ouais. Et on s'en parlait un peu tout à l'heure, puis on a un peu l'impression que Québec solidaire, c'est aussi dans la politique, le côté dérangeant de la politique présentement. Ben moi aussi, je trouve ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est créé pour ça. Hein. Ça doit être un peu comme des entrepreneurs. Quand vous trouvez qu'il y a une bonne idée, vous la mettez en forme, puis après ça, vous y allez de l'avant. Ben nous autres, ça a été la même affaire. On trouvait que ça bougeait pas ben, que c'était toujours les mêmes vieux partis qui revenaient avec les mêmes vieilles idées. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas le faire nous-mêmes. Puis c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Tellement de parallèles à faire que les entrepreneurs, on n'aime pas ça porter de cravate. Vous autres, à l'Assemblée nationale, non plus. Non, absolument pas. C'est vrai, j'en porte pas. J'ai pas banné ma tuque, par contre, je m'excuse. Ben, t'as pas le droit de la porter au salon bleu, inquiète-toi pas. Est-ce que c'est épuisant de bouleverser comme ça l'establishment politique à un moment donné? Pour moi, pas vraiment, parce que je le fais en restant moi-même. Je fais ce que j'ai à faire, j'aborde les dossiers d'un angle que je fais depuis 40 ans. Ça me demande pas beaucoup plus, mais c'est sûr que les niveaux de résistance, des fois, ils sont là, puis ça, tu sens que tu vas à compte courant. Là. Oui, puis en politique, il y a beaucoup d'habitudes établies depuis 100, 150 ans. Donc, la façon de faire de Québec solidaire est ta façon de faire, Manon, qui est un clash naturel avec ces façons de faire-là. Est-ce que d'être soi-même dans tout ça aide ou ça aurait été plus facile de s'adapter, ça aurait été plus facile de jouer le jeu de la politique traditionnelle? Ouais, mais là, ça aurait été un non-sens, tu sais. Dans le fond, ce qu'on veut à Québec solidaire, c'est vraiment ébranler ce temple-là. On sait que le monde qui voit, qui regarde la politique ou le monde politique, la reine politique, ben, ils trouvent ça plate, ils se reconnaissent pas. Puis nous autres, je pense que ce qu'on dit, c'est non, il faut que vous vous intéressiez à la politique, là. Parce que si vous vous intéressez pas, elle s'intéresse à vous autres. Ça, vous essayez de jouer la game pour la changer. Fait au lieu de justement casser le système, on va infiltrer le système pour ensuite le modifier de l'intérieur, si on veut. Je dirais pas exactement ça, Étienne, parce que dans les faits, je laisse pas les choses me mouler. C'est-à-dire, ce système-là, c'est la démocratie. Il nous appartient à tout le monde. C'est juste qu'il a toujours été occupé par une certaine classe de gens qui viennent d'une classe X et donc qui ont disons une classe bien aisée, une classe oui, exactement, riche, qui portait la cravate à tous les jours, dans le fond. Là, puis c'est sûr qu'ils ont amené là les façons de faire, les façons de parler, les façons de s'habiller. Puis en même temps, ben la démocratie, c'est tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde se reconnaisse non plus là-dedans. Est-ce qu'être chef d'un parti politique, c'est
à un certain sens, comme être un PDG d'une PME. Vous avez vos employés, vos membres, c'est vos actionnaires, votre plateforme, c'est votre stratégie d'entreprise. Il me semble qu'il y a des parallèles à faire comme ça. Est-ce que vous vous sentez un peu PDG de Québec solidaire? Oui, à quelque part, il y a des choses qui se ressemblent, mais je dirais, on est dans ce cas-là un modèle d'entreprise révolutionnaire qui ressemble plus à une coopérative qu'à une entreprise avec un chef qui dit aux autres quoi faire. Nous, on croit aux vertus du travail collectif. On croit que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui se développe. C'est ça, la démocratie. Et dans ce sens-là, bien, je t'annonce, Étienne, je ne suis pas chef de ce parti-là, quoique j'en suis co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois, bien sûr. Mais qu'est-ce qui arrive si vous passez au pouvoir? Lequel des deux devient le premier ministre ou la première ministre? Je suis tout fourré. Ah oui, hein? Ben, pas en tout, parce que c'est moi qui est la chef parlementaire. OK. Et Gabriel est le leader parlementaire. Mais oubliez pas, nous, on est là aussi pour faire en sorte que ces façons-là de faire qui existent depuis 150 ans se transforment aussi puis qu'ils soient beaucoup plus proches du monde, du peuple, parce que la démocratie, je vous l'annonce, les gars, tombez pas en bas de votre chaise, ce n'est pas le vote aux 4 ans. Ça, c'est une étape. Mais ce n'est pas la seule. Il faudrait que le vote soit proportionnel pour commencer. Je suis d'accord absolument avec toi, Alex. Ça prend un mode de scrutin proportionnel. Vous êtes à gauche de l'échiquier complètement, évidemment. Souvent, on associe le monde de l'entrepreneuriat beaucoup plus à droite. Vos politiques font peur aux entrepreneurs. En êtes-vous conscient et est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur? L'entrepreneuriat déterminé comme étant plus à droite, moi, je n'y crois pas. Moi-même, j'ai pendant des années fait de l'entrepreneuriat social. Tout ça est une question de comment on aborde les choses. Puis moi, je pense que les PME, puis les TPE, hein, parce que ça aussi, des fois, on oublie ça. Puis les très petites entreprises. Oui, parce que quand on dit PME, là, ça, c'est 500 employés et moins, là. C'est gros 500 employés, là. Ouais. Mais TPE, c'est ça qui représente une grande partie de votre gang, dans le fond. Je m'égare un peu, mais ce que je voulais dire, c'est ce qu'on met au jeu. Tu sais, quand, par exemple, on dit le transport en commun gratuit, ben ça, c'est vos employés, vous-même, que ça touche. Quand on dit que pour Québec solidaire, la responsabilité de prendre soin des dents des gens, c'est une responsabilité qui coûte beaucoup moins cher quand on la prend ensemble, collectivement, que quand chacun, il faut qu'il paye de sa poche. Ça aussi, c'est d'aider vos employés, vos amis et vous-même. Quand on parle de gratuité scolaire, c'est votre monde qui travaille chez vous qui vont pouvoir de façon continue se perfectionner. Fait que moi, je pense qu'il y a une conception que Québec solidaire, c'est là en opposition avec le développement économique, pantoute. Ce qu'on dit juste, par contre, c'est qu'on ne pourra pas développer sans cesse comme ça. La planète n'est pas capable de nous absorber. Et c'est là qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on a à mettre de l'avant, puis on a plein de programmes, puis oui, on les aime, les entrepreneurs, et prendre soin de notre planète, parce que plus de planète, plus d'économie. Pour un entrepreneur, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de prévoir, parce qu'on fait souvent des plans stratégiques, des forecasts sur 3-5 ans. Ouais. Puis, ultimement, j'ai l'impression qu'il y a une adéquation avec le monde politique où est-ce que des fois, des programmes, ben, ça va être aux 4 ans ou même des fois 2 ans. Puis, ultimement, tout ce que je veux me faire dire, Manon, là, c'est voici l'autoroute que tu peux rider ta business, puis on te fout la paix. Je vous donne un exemple, puis là, on va sortir l'éléphant de la pièce, là. La question du 15$ de l'heure. Yes! Hey! On y a parlé. T'as écouté la saison 2 des Dérangeants, on en a débattu. My God, Manon, tu m'impressionnes. Je pense que tu peux scratcher une ligne sur ta feuille. Non, mais parce que je trouve qu'en termes de prévisibilité, parce que c'est de ça que tu me parles. C'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple. Nous, là, c'est pas compliqué. Ce qu'on sait actuellement, là, c'est que le salaire permet pas à du monde de vivre dans dignité. Pourquoi? Il est obligé d'aller à la banque alimentaire parce que les revenus ne suffisent pas pour payer le loyer, la bouffe, bon, etc., etc. Beaucoup de ces gens-là travaillent 40, 50, 60 heures par semaine au salaire minimum et ça ne leur permet pas non plus d'atteindre leur objectif. Comment se fait-il? Donc, on appelle ça un salaire minimum. Alors, ce qu'on dit, c'est pas compliqué, c'est il faut faire cette transition-là. Il faut aller vers un salaire minimum. En fait, si c'était nous, il serait de 15$ de l'heure au 1er mai de cette année. Sauf que cet argent-là, qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? Qu'est-ce qui arrive avec vos employés qui gagnent? Il ne se crée pas, c'est ça. L'argent n'apparaît pas. Mais first, ça se crée le cash flow. Là. Sauf que, tout dépendamment des services que vous offrez ou des produits que vous offrez un pouvoir d'achat. On sait que les PME sont surtout, même les TPE, tournés vers l'économie locale, régionale. Il y en a que c'est de l'international, je sais bien, là, mais il y en a beaucoup qui c'est ça. Mais nous, ce qu'on vous dit en termes de prévisibilité, c'est de dire,
on va faire une transition puis on va la faire ensemble. Parce que ce que les études démontrent, c'est qu'au bout de 2-3 ans, tout ça comme un equalizer, là, tu sais, ça balance, finalement. s'égalise, se balance. Égalise peut-être pas, mais Il y a un équilibre qui se trouve. Il y a un équilibre qui se trouve. Ceux qui doivent faire faillite font faillite. Fait que c'est une blague. Tu ris, hein? Qu'est-ce qu'on apprend à Seattle, même chose Ontario? On apprend que quand ça se passe, c'est pas vrai que tout se met à s'écrouler. L'économie, c'est de l'argent directement réinvesti parce que quand tu gagnes 12,50 $ puis que tu montes à 15, là, je vous dis tout de suite, tu staches pas ça dans un REER pour la fin de tes jours. Là. Tu vas manger mieux, tu vas te chauffer un peu plus, tu vas permettre à tes enfants de peut-être avoir 2 paires de jeans au lieu qu'une. C'est ça que ça fait, une augmentation. Dans votre programme électoral, il y avait aussi de réduire la semaine normale de travail à 35 heures, puis ensuite à 32 heures. Puis c'est là où le message, des fois, pour l'économie ou pour les entrepreneurs, c'est de dire, avec toutes ces mesures-là, est-ce qu'on va vraiment être capable, nous, d'avoir les gens dont on a besoin et le niveau de productivité dont on a besoin pour innover? Parce que la clé, c'est l'innovation pour les petites entreprises. Oui, il y a le petit commerce, puis le dépanneur, puis le commerce de détail très petit, mais les entreprises en technologie comme celle qu'on a, les entreprises qui visent un marché mondial ont aussi besoin de cette innovation-là, puis cette efficacité-là qui vient des fois avec une forme de dévouement intense. Ouais. Moi, j'ai un peu peur d'un futur gouvernement de Québec solidaire. Est-ce qu'il va vraiment vouloir m'aider ou plus étendre les richesses un peu partout, mais sans stimuler l'innovation des entrepreneurs? Ben, moi, je pense qu'un n'est pas incompatible avec l'autre. Tu sais, la qualité de vie, ce que les gens ont le plus de besoin, demandez autour de vous autres, là. On vit dans un monde de fous où on n'a plus le temps, même pas de se demander comment ça va à nous-mêmes. OK? Que tout le monde puisse avoir une meilleure qualité de vie, c'est complètement pété actuellement de voir qu'il y a du monde qui croule, les burn-out, ça lâche pas. La réponse à ça, c'est peut-être qu'il faudrait commencer à ralentir le rythme collectivement. Pas juste dans ton entreprise, mais tout le monde. Puis ça, ça passe par des mesures publiques. Oui, mais c'est pas simple. Vous n'êtes pas sans savoir, comme disait Carlo, peut-être dans son entreprise à lui, où on a besoin, par exemple, d'employés qui vraiment se dédient, se donnent. Oui, ralentir, mais je prends l'exemple de votre travail à vous. Je suis à peu près certain que vous ne vous contentez pas de 32, 33 heures par semaine. Absolument. Mais nous, ce qu'on dit, c'est au lieu d'additionner les heures supplémentaires, pourquoi tu ne crées pas d'autres postes? Parce que ça coûte une fortune pour une entreprise de créer un autre poste. C'est un 40-50 000 par année. Mais ça ne coûte rien d'avoir du monde qui sont en burn-out, que tu dois réembaucher, donner de la formation. Oui, mais là, parce que tu vas dans l'extrême. L'extrême de la personne qui est en burn-out, c'est une chose. Mais l'autre partie, c'est des employés qui travaillent 40-45 heures, dont on prend soin. C'est-à-dire qu'ils ont de la flexibilité, qui peuvent aller au spectacle de leur enfant, qui peuvent avoir des assurances complémentaires. Il y a façon de ne pas se rendre à 32 heures semaine, puis d'avoir des employés en santé aussi. Puis moi, j'y crois au rôle de l'entrepreneur de faire attention à son monde. Sinon, ça ne marche pas. On s'entend. Mais c'est pas tout le monde qui est en burn-out en travaillant 40 heures semaine. Là. On est tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Le millénial, aujourd'hui, aime ça faire un peu de Facebook, parler à sa mère, travailler, puis pas le faire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures à la maison. Maintenant, si on fait 12 heures au travail, mais on fait un peu de social au travail, finalement, on arrive plus tôt, on fait notre gym au travail, on fait une sieste dans un Google Pod. Est-ce que le modèle de QS est adapté finalement à une réalité qui est peut-être Ce que j'ai envie de dire, c'est que rendu à ce moment-là, c'est qu'il va falloir qu'on jase parce que, oui, vous amenez des bons points, mais en même temps, quand il fait son gym, il est-tu au travail? Est-ce que vous considérez que c'est des heures travaillées? Certainement, certains d'entre vous, oui, d'autres, non. Tu sais, moi, je dis, collectivement, on peut-tu re-signer un pacte au niveau de l'emploi, que l'emploi puisse, bien sûr, servir à répondre à des besoins d'une personne, d'une famille, répondre à des besoins d'une entreprise, mais que tant au niveau des petites entreprises que des gens qui y travaillent, on puisse trouver une vie un peu plus équilibrée, là. Québec solidaire a déclaré que d'ici 2030, vous interdiriez la vente de véhicules à essence. Oui, 2040. 2040. Oui. Récemment, on a une entreprise au Québec qui était largement subventionnée par le gouvernement, qui est Taxelco, qui a mis fin à ses opérations. Et là, on apprend que quelqu'un comme Pierre-Carl Lado va ramasser tout ça pour probablement 5 cents dans la pièce. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent, là? Je dirais, nous autres, on encourage beaucoup le modèle coopératif. Comme par exemple, quand on a appris comme vous autres que tout ce qui avait été investi là-dedans, puis je pense notamment au niveau des actifs, là, les voitures. Là, logiciel, les voitures. Exactement.
que ça, tout d'un coup, se retrouve dans les mains d'une autre entreprise privée, il y a quelque chose qui ne tient pas la route pour nous là-dedans. On proposait que ce logiciel-là qui a été développé, pourquoi il ne serait pas au service de tout le monde? Ouais. Hein? Et dans ce sens-là, on a manqué une belle occasion avec Taxelco de pouvoir démontrer qu'on était préoccupé par l'environnement. Changement de sujet. Sans revenir sur le rôle important que les syndicats ont eu dans l'histoire du Québec, entre autres, je pense que Québec solidaire est un parti qui est pro-syndicat. On vient d'annoncer que vos employés de l'aile parlementaire venaient de se syndiquer. Ouais. Ils ont-ils le droit au gym maintenant? Est-ce qu'ils peuvent... Ils n'ont pas le temps. Il y a des notions syndicales que, dans beaucoup de milieux, je trouve qu'ils ne sont pas adaptées à la modernité et aussi au bien-être de l'utilisateur. Entre autres, l'aspect de l'ancienneté. L'ancienneté est au cœur du mouvement syndical. C'est-à-dire, si tu as travaillé une journée de plus, tu es plus compétent pour faire un poste, alors que c'est pas nécessairement vrai tout le temps. J'ai 2 questions. Moi, si mes 6 employés chez Mathémo Monde se syndiquaient, j'aurais un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec de ne pas avoir été en mesure de bien m'occuper de mon monde. Puis vous avez 45 employés, mais c'est chaque député, je pense, qui est considéré comme une partie patronale dans le cas de votre syndicalisation. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment d'échec de ne pas être capable de s'occuper de ces 5-6 personnes-là par député pour bien vous accompagner puis en même temps répondre à leurs besoins? Ouais. En fait, non, pour nous, c'est pas un sentiment d'échec du tout parce que les employés des autres députés, on essaie qu'il y ait une cohérence dans l'offre de salaire et etc., tu sais, pour que les employés soient sur le même pied d'égalité. Fait que dans ce sens-là, pour nous, la syndicalisation, ce que ça vient faire, ça vient simplifier la vie. Tantôt, tu commençais, Carlo, en disant, par exemple, la question de l'ancienneté, c'est problématique, bon, etc., etc. Faut toujours se rappeler que le besoin de se rassembler pour avoir un rapport de force, l'employé, là, il n'y a pas de rapport de force par rapport au boss et des histoires d'horreur dans l'histoire, messieurs, on pourrait vous en raconter, et particulièrement nous, les femmes. Tu viens d'aborder l'aspect féminin, en quelque part, de ton rôle. On dit souvent que c'est plus rough en politique aussi pour les femmes. Est-ce que, selon toi, quand je suis rendu au tutoiement, ça y est, c'est naturel. Félicitations, Pat. Merci. Bon. Non, mais est-ce que, selon toi, est-ce qu'on a été plus rough? Est-ce que les médias ont été plus rough avec Catherine Dorion parce que c'est une femme ou parce qu'elle dérange? Moi, je dirais les deux. Catherine, elle a son franc-parler, puis c'en est une qui est une femme sans compromis. Elle s'est fait élire avec toute son authenticité, puis je pense, dans ce sens-là, oui, elle dérange. Mais en même temps, elle a choisi un parti aussi qui dérange. Ouais. Fait que t'additionnes les deux, ça fait pas pire. Catherine, qui est une jeune recrue de QS, le talent. Ouais. Le talent, c'est en même temps pour les entrepreneurs le core de notre succès. Puis aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va? Le Québec, on compétitionne pas contre nous-mêmes, on compétitionne contre le monde, contre des entreprises qui sont en Irlande, qui sont en Chine, en Ontario. En Ontario. Dans mon entreprise, qui engage un expert en intelligence artificielle bioinformatique mais qui est à San Diego. Je le fais venir ici parce que je vais gagner plus avec lui. Est-ce que je peux bien l'intégrer au Québec? Est-ce qu'il doit absolument apprendre le français ou... C'est comme un peu une équipe de hockey. Là. Je m'en vais chercher un joueur autonome pour aller gagner la Coupe Stanley, puis c'est ça rendu la game. T'sais. Le français, là, c'est notre langue commune au Québec. C'est notre langue qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un vivre ensemble qui n'est pas pareil comme en Toronto ou qui n'est pas pareil comme aux États-Unis. Alors, moi, là-dessus, il n'y a pas de compromis possible, Étienne, parce que qu'on se donne les moyens, par exemple, de les intégrer. Ça a été une faiblesse, notamment du Parti libéral dans les 15 dernières années. Il disait, mais il faisait pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des gens qui étaient abandonnés à eux-mêmes pour toutes des raisons qu'on connaît très bien. Là, la CAQ dit qu'elle va régler ça. J'ai hâte de voir parce que depuis le début, tout ce qu'elle parle, c'est de diminuer le nombre de dossiers. Elle parle pas comment qu'elle va s'assurer que ces gens-là vont être bien intégrés. Alors moi, l'apprentissage du français, le français, en plus, c'est une langue qui est pas facile. En tout cas, c'est ce que les anglophones nous disent. Ils saignent toujours un peu du nez, en fait. Oui, c'est ça. Moi-même, en personne, je saigne du nez. Mais ceci étant dit, c'est notre richesse, c'est notre capacité, c'est notre différence. Puis pour moi, ça, c'est une force et non pas une faiblesse. Tout à l'heure, on va avoir une discussion entre nous sur les subventions, entre autres, aux entreprises. Oui. On voit des entreprises multimillionnaires, par exemple comme Ubisoft et compagnie, se faire subventionner à tour de bras par le provincial et tout. Québec solidaire se situe où là-dedans? Nous autres, on pense que l'État peut jouer un rôle dans le soutien, mais c'est sûr que notre focus est bien plus sur comment on s'entraide à créer de la job ici,
créer de la richesse ici, bien sûr, mais de faire en sorte que les gens d'ici en profitent. Là où on a souvent de grands inconforts, c'est quand ça soutient de l'entreprise multimillionnaire en se disant, ben oui, ben ils sont capables d'accoter. Vous savez, le système capitaliste, là, il y a vraiment ses limites. Et une de ses limites, c'est très peu se préoccuper de l'environnement, très peu se préoccuper des conditions de travail. Je dis pas que vous autres faites ça, mais le système, il veut ça, qui est en train de nous faire perdre des fois, pour nous, à Québec solidaire, l'étoile du Nord, c'est-à-dire que l'économie ne peut pas être au service de l'argent. Il faut qu'elle soit au service des gens. Qu'est-ce que vous feriez des subventions? Exemple, une entreprise comme Ubisoft qui emploie 3000 personnes à Montréal et que si on regarde leur bottom line, là, si tu enlèves les subventions, ils sont carrément déficitaires, donc ils probablement fermeraient les portes. Qu'est-ce que vous feriez pour cette entreprise-là? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a voulu développer un type d'entreprise, puis ça a l'air que ça a fonctionné parce qu'au Québec, il y a une multiplication. Puis probablement plusieurs de vos collègues en TPE, en très petite entreprise. En bénéficient, là. Qui en bénéficient dans le sens... Success story. C'est ça l'a drainé, ça l'a amené le monde, puis il paraît que mondialement, on est quand même mauditement bien positionné. Mais la question que tu poses à quelque part, c'est jusqu'à quand qu'on fait ça? Oui, exact. Hein? C'est ça la question. Je trouve que c'est une très bonne question à poser. Moi, je pense qu'il y a une des choses qui a fait très mal, c'est l'abolition des pôles de concertation comme les CRD, les comités régionaux de développement. Les CLD, comités local de développement. Puis avec leur comité local de développement, qui eux autres faisaient du service direct, qui n'est pas nécessairement des subventions, mais des fois juste de l'expertise. Oui, un accompagnement. Oui, un accompagnement, exactement. Du mentorat, des choses comme ça. Mais là, PME Montréal... Il en fait, mais je te dis que plus t'es gros, plus c'est facile. Une petite dernière question comme ça. Est-ce que vous pensez que votre résultat est dû à ce que les gens commencent à changer d'idée et adopter vos idées, ou c'est tout simplement que on a une partie de millennials qui sont maintenant en droit de voter puis sont un petit peu plus idéalistes et adhèrent peut-être plus facilement à votre parti? Ben, les jeunes ont toujours existé, là, tu sais. Idéalistes à 19 ans, là, c'est pas d'aujourd'hui, là. Hein? Mais même, je dirais, en me regardant moi-même. Vous avez 22, 23. Oui, dans ces eaux-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de différent que les jeunes ont, que moi, je n'avais pas à mon époque. C'est que le compte à rebours, là, par rapport à la question environnementale, là, eux autres, ils l'ont en face. Oui, absolument. Moi, j'avais pas ça. Et ça, je pense que ça amène à faire des choix radicaux. Et radicaux, là, c'est pas méchant d'être radical dans la vie. Ça veut dire aller travailler à la racine du problème. Puis dans ce sens-là, en matière de lutte contre les changements climatiques, on peut plus se permettre une couple de petites mesurettes à droite et à gauche. Faut poser des gestes. Puis on n'est même plus en avance. On est même rendu en retard au Québec. Manon Massé, continuez de déranger. Continuez de vous déranger. autres aussi, les gars. Yes. Parce que peu importe nos allégeances, on a besoin de gens qui dérangent comme ça. C'est bien important pour l'équipe. Merci beaucoup. C'est ce que je pense de vous autres aussi. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. C'est le moment de vous présenter la 5e start-up finaliste parmi les 10 sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et vous autres aussi, les dérangeants, vous allez choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Carlo, c'est toi qui le propose. Oui, alors aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Cano. On écoute son président Marco Gartenhaus et une fille qui boit du café. Allô, je prendrai un latte pour emporter. Est-ce que tu le prendrais dans un canot? Un canot? C'est quoi ça? Tu peux emprunter une tasse réutilisable canot et la laisser dans un bac de collecte près de ton travail. T'as juste à t'abonner pour emprunter des canots chez tous les partenaires Montréal. Ah, c'est un peu comme le Bixi de la tasse à café? Exactement. Et c'est quoi les avantages de canot? 3 gros avantages. On te donne des rabais, t'as plus à trimballer de tasses et c'est 0 déchet. Les emballages de table, c'est 50% de tous les déchets dans les villes comme Montréal. Oh my God, je vais tout le temps compter sur canot. Tu peux visiter notre site web au canotogo.com, C-A-N-O-T-O-G-O. Si t'as des questions, je suis le fondateur de Cano, je m'appelle Marco Gartenhaus. Alors, les amis, je vous ai vu rire un petit peu quand même. J'ai immensément de respect pour les entrepreneurs. Ouais. Tout le temps, quand ils font bien les choses. On dirait du mauvais théâtre d'été dans la facture sonore de tout ça. Mais sinon, l'idée d'entrepreneuriat, c'est correct. Je ne sais pas comment ils vont réussir à financer des idées qui sauvent des 2, 3, 4 sous à la fois. C'est un enjeu d'entrepreneurial d'avoir un modèle d'affaires rentable. On va enlever l'éléphant dans la salle. Le nom. Cano. Ah ouais, Cano, toi, c'est non? Ben, c'est parce que non, je m'excuse. L'idée, j'achète,
mais le nom et le branding, prendrais-tu un canot? Ouais, OK. Man. Take a kayak! Ultimement, tu sais, moi, Pat, j'ai fait l'erreur maintes et maintes fois. Un pitch, c'est pas une pub. Puis quand on t'offre l'opportunité de faire une pub, tu fais pas un pitch. Je suis vraiment content d'avoir eu ce genre d'exemple-là, que le gars a plugué son entreprise, mais je comprends fuck all son modèle d'affaires. Je comprends pas du tout la rentabilité. Un très bon point. Les compétences, mais il y a eu une pub gratuite. Bravo pour la drive, en tout cas, l'énergie. Oui, quand même. Out of the box. Et pour découvrir nos 10 finalistes et pour voter également, je vous invite à aller sur lesdérangeants.com/vente à salade. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente à salade. Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On entre maintenant dans j'allais dire le vif du sujet. C'est pas le vif du sujet, mais c'est quand même un des moments importants du podcast, c'est-à-dire... C'est pas mal ça, le podcast. Notre débat aujourd'hui qui va aborder la problématique des subventions aux entreprises. On va se parler du capharnaüm que ça peut être parfois pour aller chercher un peu d'argent comme ça. Mais je voulais en fait savoir si, pour des entrepreneurs comme vous, c'est essentiel d'être subventionné ou si on peut fonctionner peut-être sans subvention. Ben écoute, moi, j'ai commencé avec l'idée de dire Alex. je ne vivrai pas aux dépens du gouvernement, puis mon entreprise n'irait pas en chercher. Quel move de cave! Toute ta compétition va aller chercher, c'est des avantages qui sont importants, c'est des grosses sommes d'argent. Juste nous, dans le domaine informatique, on a des crédits qui s'appellent les CDAE. Et quand tu as un certain nombre d'employés, tu peux aller récupérer jusqu'à 25 % de ta masse salariale. C'est énorme, là. C'est énorme, certain. C'est des très gros sous. Mais pourquoi est-ce qu'au départ, tu t'étais dit, moi, je ne vivrai pas, pour reprendre tes mots, aux dépens du gouvernement? C'était quoi ton principe de vie? C'était tout simplement une peur fiscale. Moi, je me suis dit, tous ceux qui déclarent ça, c'est du monde croche ou whatever, puis ils ont des problèmes avec l'impôt. Mais il y a un aspect aussi, le rôle d'une subvention pour un entrepreneur, c'est pas d'éponger l'incompétence. T'sais. Fait que tu dis, mon entreprise est subventionnée parce que je suis pas assez bon qu'on mon bottom line est à moins 50 000, mais avec la subvention, on est dans le green. moi, j'avais le même point de départ qu'Alex. Quand j'ai commencé, pour moi, là, c'était de vendre des affaires. Je pensais pas qu'être entrepreneur, être un bon entrepreneur, allait chercher des subventions. Pour moi, c'était comme quasi l'inverse. C'est quand tu as de la misère, quand tu es dans un milieu qui est pas rentable, quand tu as un mauvais modèle d'affaires, que tu as besoin de ça. Fait que moi aussi, j'explorais jamais ça. Puis je me rends compte, moi, je suis dans le monde de l'éducation. En éducation, tu as un peu d'entreprises privées, puis tu as beaucoup de groupes qui ont des subventions, puis ça devient déloyal comme compétition. Ça devient des stratégies, en fait. Là. Exactement. Fait que nous, on n'a pas les moyens que certains groupes ont, puis des fois, on répond à un besoin un peu similaire, mais dans un modèle, des fois, entreprise privée versus non privé, mais qui a des subventions. C'est extrêmement difficile. Ça me fâche régulièrement quand j'y pense parce que je me dis, Colin, je me démène pour faire quelque chose sans subvention, mais la réalité, c'est peut-être que j'y arriverai pas sans subvention à grandir autant que j'aimerais le faire. Mais dans le fond, Carlo, tu le voyais un peu comme quêter, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Pour moi, ça faisait pas partie de la job d'être entrepreneur. Okay. Quand tu y vas, tu creuses un peu, puis on va crever l'abcès. Une subvention, c'est pour stimuler l'économie ou mitiger les risques dans un secteur particulier. Fait que, tu sais, ça peut être une subvention gouvernementale, mais finalement, c'est financement de projets, capital de développement, des crédits d'impôt, du capital de risque, carrément. Les subventions englobent énormément de façons de venir, justement, insuffler une tangente pour que le Québec soit plus compétitif, que le Canada gagne, parce que finalement, on compétitionne justement contre des paradis fiscaux comme l'Irlande et on se doit de venir avoir un edge. Mais le problème pour moi des subventions, c'est quand justement ça vient, mettons, Amazon, quand il voulait ouvrir son nouveau siège social, mais l'État de New York s'est rendu jusqu'à 3 milliards de subventions pour techniquement ce qui allait être 5 milliards d'injections de nouveau capital, 50 000 emplois. Mais ça, c'est tant et aussi longtemps que la compagnie livre la marchandise. What if Amazon ne livre pas la marchandise dans son nouveau siège social? Mais là, c'est justement tout l'État, c'est les contribuables qui payent. Mais là, tu parles d'Amazon à New York, mais on pourrait parler, il y a un paquet de secteurs, même ici au Québec, l'intelligence artificielle, ça, c'est... Bombardier. Bombardier en est un aussi, là. Mais quand tu parles d'intelligence artificielle, je pense que la subvention joue un rôle capital. Ah oui? Tu sais, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les subventions, si on n'avait pas eu des chercheurs de l'université qui sont devenus des sommités, on n'aurait absolument pas des Google, des Facebook qui diraient, nous, là, toutes nos activités d'AI, ça s'en va à Montréal.
Ceci étant dit, quand une entreprise est rendue assez mature et génère des profits à profusion, ben peut-être que les subventions seraient moins éligibles pour ces entreprises-là. Mais sont moins éligibles, on va se cacher pas. Non, c'est quand même beaucoup plus restrictif. T'sais, Biogénique, en toute transparence, moi aussi, j'ai eu beaucoup de subventions et j'en ai encore pour justement aller développer, pour faire de la R&D. Puis, un des meilleurs modèles que je trouve, c'est que les subventions que j'ai reçues, si je me faisais acheter par une compagnie non canadienne, je suis obligé de les rembourser. Ah oui, OK. Ouais, absolument, Ça, là, ça garde énormément. C'est un incentive parce que je me souviens, j'étais en 2015, il y a un fonds qui s'appelle Techstars qui vient. On était en négociation. Puis là, je leur dis, ben, écoutez, je peux changer mon siège social à Boston, mais il va falloir que j'aille demander la permission au gouvernement, au fédéral. Écoute, tu aurais dû voir la face des Américains tomber, comme dans quel État communiste vous habitez, d'aller demander la permission au gouvernement de déménager. Ça a tué le deal. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, puis ça aurait été un mauvais deal anyway. Mais il y a une bonne façon des subventions en même temps de garder la propriété intellectuelle, justement. Mais il y a deux choses dans les subventions. Premièrement, c'est pas t'appelles au gouvernement puis il t'envoie un chèque la semaine prochaine. Là. C'est des papiers, des heures. De toute façon, on va s'en parler, effectivement. Je veux savoir comment ça fonctionne. Mais si tu utilises la subvention comme elle est designée, c'est-à-dire pour augmenter ton entreprise, engager des gens, développer des marchés, le gouvernement a son argent en retour parce que tu engages plus de monde, tu payes plus d'impôts. Par contre, sur ça, ton chèque de subvention, puis tu t'achètes un bateau, ouais, là, c'est peut-être moins legit. Là, dis-moi comment tu as fait, par exemple. Mais Étienne, c'est ton truc. Hein. Mais est-ce que c'est compliqué d'aller chercher des subventions? Parce que des fois, on a l'impression juste d'appeler un ministère ou n'importe quoi, on n'arrive jamais à parler à quelqu'un. Est-ce que c'est 12 travaux d'Astérix ou si c'est assez simple au bout du compte? Ah oui, hein? Il y a des programmes. Il y a des programmes qui sont bien structurés, que tu as un formulaire, tu as une date, puis qu'il y a des centaines et des milliers d'entreprises qui passent à travers chaque année, comme les programmes d'aide à l'exportation, entre autres. Ouais. Ça, c'est plus facile. L'économie, de l'innovation. C'est des programmes standards qui, à chaque année, reviennent. T'en as d'autres que là, il faut que tu le trouves. Déjà, trouver ton programme. C'est une page web perdue sur le site .gouv.qc.ca qui n'est pas référencée du tout. Qui n'est pas à jour. Ouais, donc, ça, c'est un immense défi. L'employé responsable ne travaille plus là depuis tout le temps. Exactement. Puis tu as l'autre niveau aussi, c'est toutes les subventions qui ne sont pas dans des programmes. Parce que tout ce qui est dans des programmes, ça veut dire que c'est structuré. Mais après ça, quand tu as des bons contacts, tu peux en avoir des subventions qui ne sont pas dans des programmes, mais c'est un gouvernement ou un député qui veut backer un projet, qui cadre dans les orientations d'un ministère ou d'un ministre ou d'un parti politique et qui veut avoir une visibilité en lien avec ça. Puis là, il va te donner. Mais ça, c'est un autre game qui est complètement... qui se passe pas sur le web. C'est ça. Il y a les games de tu connais le ministre ou tu connais des contacts, puis là, à un moment donné, le gouvernement va investir dans ton entreprise. Mais pour nos éditeurs, en passant, il y a le site innovation.canada.ca. C'est quand même nouveau et ça aide les entreprises à identifier toutes les subventions auxquelles il y aurait le droit. Il y a un service de conciergerie pour exact, aider. c'est ça. Fait il y a maintenant de l'aide. Mais moi, quand j'ai parti, c'est... Bon, ben, bonne chance, mon chum. Pour refaire du pouce là-dessus, puis pour nos auditeurs, justement, qui pensent se lancer en affaires, puis là, on vient d'entendre de connaître le député, puis oh my God, c'est ça le monde des subventions. Pantoute, là. Je veux dire, la première subvention, puis c'était un prix, c'était une bourse que Biogénique qu'on a eue, c'était Fondation Montréal Inc., qui c'était 25 000 $. Mais c'est plus une bourse, ça, non? C'était une bourse, mais ça revient un peu au même concept. C'est relativement pas compliqué, là. Si tu as quelque chose qui a de l'allure, tu peux l'avoir. Là. Puis, moi, j'invite, en fait, LP Maurice de BuzzBud avait fait un site web qui est putain à jour, mais c'était un répertoire de justement ces bourses, subventions-là de démarrage d'entreprise. Puis aujourd'hui, ça a été repris dans le concept par Bonjour Startup Montréal. Puis ça, vraiment, c'est très simple. Tu es un étudiant universitaire en bas de 30 ans, boum. Tu en as plusieurs, puis voici, puis c'est bien référencé. Mais est-ce qu'en ce sens-là, est-ce que n'importe quelle petite entreprise qui commence devrait pratiquement avoir comme premier employé quelqu'un qui va être chargé d'aller chercher des subventions? Est-ce que ça vaut la peine à ce point-là? Non, devrait avoir comme premier employé un employé subventionné. Moi, je dirais non, parce que à moins d'être dans un domaine qui nécessite des subventions simplement pour survivre, essaie d'avoir un bon modèle d'affaires, puis fonce dans ton modèle d'affaires. Après ça, passe un petit peu de temps à chercher des subventions, des programmes de subventions. Puis il y en a au niveau des crédits d'impôt remboursables pour la recherche et développement. C'est un no-brainer. Il faut que tu le fasses quand tu fais de la recherche et développement. De soutien à l'exportation qui peut rembourser jusqu'à 40% des dépenses jusqu'à un certain seuil. Le jour où tu as des actions liées à l'exportation hors Québec, donc même en Ontario, en lien avec ton site web, des voyages d'affaires, tu y vas. Si ta business est basée sur des subventions, une vraie business là, qui est pas... Fais pas ça. Mais non, mais gars, je te donne un exemple, OK, Carlo? La subvention que je parlais tantôt, là, le 25% de masse salariale, là, bon, la règle, c'est qu'il faut que tu aies au minimum 6 employés pendant 12 mois. Okay. Par contre, si tu es un start-up, puis tu te dépêches, puis tu engages 6 employés pendant ta première année, tu es éligible automatiquement.
Ça fait une maudite différence quand tu commences, si tu as 25 de ta masse salariale qui est réduite, ça te permet d'engager du monde qui est plus compétitif. Ça te permet peut-être d'avoir un employé de plus que normalement tu n'aurais pas les moyens. C'est un bon point. Mais ça prend l'argent pour le faire parce que c'est des crédits Ah remboursables. oui, c'est sûr. Tu les as comme 12 à 18 Non, mois plus tard, Investissement Québec, les finances étaient remboursées à tous les mois. Le grosse erreur, par exemple, Pat, que je vois de la part des entrepreneurs, souvent, c'est d'adapter leur stratégie pour cadrer dans une subvention. On voit ça en télévision aussi beaucoup. C'est la vrai. pire erreur, ultimement, parce que, tu sais, deviens bon avec ton client, fais confiance en ta stratégie, puis si tu déroges de ton plan, si tu n'es pas focus, c'est là que tu te plantes. Ben oui. Et donc, les subventions, d'accord. des fois, sont pas cadrées exactement avec ton plan de match ou sont peut-être un petit peu trop en retard. Puis là, finalement, comme entrepreneur, tu décides de dire, bon, ben, je ne vais pas exécuter mon exportation, finalement, en France tout de suite pour attendre ma subvention, mais tu te fais scooper, ton compétiteur a gagné. C'est une game d'exécution, c'est une game d'être focus. Ultimement, être entrepreneur, c'est avoir un gros système de débrouillardise. Puis pour reprendre, faire du pouce sur ce que Alex dit, des employés techniques, par exemple, il y a le Fonds de santé et services sociaux au Québec, les FSS, qui c'est une déduction à la source. C'est directement, à chaque paye, il faut que l'employeur le paye. Et quand c'est des employés techniques, tu peux te le faire rembourser. Mais personne ne te le dit. Puis c'est surtout pas sur le site de Revenu Québec. Puis c'est un formulaire à remplir de 2 pages. C'est ultra facile. C'est ultra facile. Et ultimement, tu reçois un chèque. Ben, dans notre cas, on a reçu un premier chèque de comme 4000 $. Ça se prend. Mais ça se rend vraiment bien. Mais c'est ça. Il a fallu que quelqu'un me dise que je pouvais. Exact. Okay. Il y a un enjeu parce qu'une stat que j'ai sortie par rapport aux subventions, c'est au Québec, c'est 19 du PIB canadien, mais on a 29 des programmes de subventions canadiens. Puis ce que ça me dit, moi, si je fais une analyse très, très simple, c'est que, en partie, pour gagner la game de l'entrepreneuriat au Québec, la connaissance des subventions est plus importante que ça va l'être en Ontario ou en Alberta. Puis ça, pour moi, c'est un problème parce qu'encore là, être entrepreneur, c'est pas ça. C'est pas de rechercher des subventions. Mais comme on est dans une province qui offre beaucoup de subventions à gauche et à droite, puis des centaines de programmes de subventions, en plus de tout ce qui n'est pas dans les programmes, moi, ça me dérange parce que ma job d'entrepreneur, ça devrait pas être ça. Non, mais il y a des spécialistes qui existent là, pour ça. Pourquoi ça te dérange si au bout du compte, c'est un service qui est offert? En quoi est-ce que ça te dérange? Ça devrait déranger les Ontariens qui ont de la concurrence déloyale. Ça me dérange parce que quand ton modèle d'affaires est basé en partie sur des subventions, quand ton profit en fin d'année ou ta non-perte de fin d'année est basée sur des subventions, puis que c'est basé sur ta connaissance des programmes de subventions, il me semble qu'on dénature ce que c'est l'entrepreneuriat. Puis je veux pas être puriste, là. Si je pouvais en avoir demain des subventions, je sauterais là-dessus sans hésiter. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Tu sais, si ta business fait pas de profit parce que t'as pas de subvention, bon, il y a des domaines comme la télé, pas de subvention, il n'y a pas de télé. Là. C'est clair. Tout simplement. L'agricole, là, on s'entend. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est si ton entreprise a un compétiteur, vous faites la même affaire, mais que l'autre compétiteur gagne seulement parce qu'il y a une meilleure connaissance des programmes de subvention québécois, mais vous faites la même affaire et vous servez aussi bien le client, ça me dérange. Mais as-tu l'impression de subir de la concurrence déloyale en ce sens-là, toi, là? Dans mon domaine, oui, en éducation, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup de groupes qui ont des subventions puis qui ont des moyens très, très grands que moi, j'ai pas. Nous, je trouve qu'on a fait des choses extraordinaires, entre autres avec le portail à aider son enfant. Mais sais-tu quoi? On a créé un OBNL avec aidersonenfant.com. C'est ce que j'annonçais dans un épisode il y a deux. Ta compagnie à l'autre bout du monde, là, que tu payes pas d'impôts, là? Non, pas du tout. OK. non. Aider son enfant est devenu un OBNL. Une des raisons, c'est pour aller chercher plus facilement des subventions et des commandites dans le parapluie de l'OBNL, parce que sinon, on fait face à des groupes qui ont des millions de dollars pour faire exactement ce que nous, on fait. Puis je dis pas qu'ils font mieux que nous. J'ai pas l'impression qu'ils font mieux que nous. On n'a pas les mêmes moyens. C'est fâchant. Ouais. Ultimement, moi, je suis un peu en désaccord avec les gars dans le sens que j'étais contre les subventions. Là, je suis plus partagé, mais c'est sûr et certain, je vais prendre le modèle de Bombardier parce que c'est l'éléphant dans la pièce en termes de 1 milliard de subventions, de l'argent des contribuables québécois, mon Dieu. Mais en fait, c'est même pas une subvention, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est vrai. Mais prenons l'exemple de ça. C'est que c'est quand même des emplois et des revenus récurrents. Oui. L'argent qu'on met aujourd'hui est bonne pour 20 ans parce qu'on garde une expertise en aéronautique. En fait, on a donné cette expertise-là à Airbus. Fait qu'on ne l'a pas gardé bien longtemps. Mais ultimement, après ça, l'entretien des avions, les sous-traitants, la communauté, ce qui manque au Québec, à mes yeux, c'est des entreprises que les gens sont prêts à déménager pour venir travailler pour. Tu prends un Lightspeed, tu prends un Lumen Pulse, un Shopify, ils viennent attirer du talent de partout dans le monde pour ça. Ouais. Et donc, ça fait quand même un modèle d'affaires qui va perdurer. Mon gros problème, c'est subventionner des ventes qui vont durer 7 jours, puis qu'après ça, c'est fini, il n'y a plus de relation avec le client va ailleurs. On a reçu Manon Massé il y a quelques minutes maintenant. Alors, je vous pose la question si vous étiez politicien, parce que je ne suis pas sûr de saisir exactement où vous vous situez, là. Est-ce que vous favoriseriez l'accès aux subventions pour les entrepreneurs
ou peut-être pas tant que ça? Alex? Oui, absolument. Mais dans la mesure de la logique. Tu sais, selon tes revenus, selon qu'est-ce que tu vas faire à la subvention. Je mettrai les mécanismes en place pour éviter l'abus. Mais oui, ça fait partie d'une arme qui est disponible. Puis si toi, tu ne l'utilises pas, ben ton compétiteur à côté va l'utiliser. Puis Carlo a beau dire que c'est déloyal, ben ils sont juste meilleurs que lui à aller chercher les outils disponibles. Tu comprends? Ils se sont juste structurés de façon à aller les chercher ou le sortir. Moi, je dirais, c'est quoi l'objectif des subventions? Parce que si j'étais premier ministre du Québec, pas du Canada, mais du Québec, je dirais, on va faire des programmes de subventions qui vont permettre aux entreprises québécoises de bâtir des secteurs forts. Une fois que le secteur est fort, c'est pas le rôle du gouvernement de financer ça. C'est d'aider les entreprises québécoises à croître à l'étranger, hors Québec, hors Canada. Quand ces objectifs-là sont atteints, on règle quelque chose. Mais est-ce que l'objectif du gouvernement du Québec, c'est de financer le secteur du jeu vidéo? Là, on se trompe. Jeux vidéo, pas jeux vidéo, on s'en fout. Parce que jeux vidéo, c'est peut-être l'industrie d'hier. Est-ce que c'est encore l'industrie de demain? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut encore la financer? Peut-être pas. C'est peut-être plus l'intelligence artificielle qui est le pôle du futur. Et c'est là où le gouvernement doit dire... Notre but, c'est pas de financer le jeu vidéo. Puis j'ai rien contre les subventions de jeux vidéo, là, mais le but, c'est pas de financer le jeu vidéo. Le but, c'est de financer des grappes du futur. Et c'est là où ça prend un réajustement. Mais le problème des politiques, c'est qu'on a de la difficulté à se réajuster parce que le jour où tu donnes une subvention de 50 000 $ par employé qui travaille dans le jeu vidéo, c'est très, très difficile à enlever sans subir toutes les pressions de ces fameux milliers d'emplois-là qui sont créés, puis des retombées et de les menaces de 125 000, déménagement à et les menaces de l'extérieur, déménagement. C'est ça le problème des subventions. Et moi, je les simplifierais beaucoup. Je ne ferais pas ces 3000 programmes-là qui fait que je suis obligé d'investir 40 peut-être des dates 4 ans de ma d'expiration vie. sur ces Probablement, ou une réanalyse en lien avec les objectifs à atteindre. Député Crevier. Et by the way, t'es un simple député, t'es pas premier ministre. Non, C'est En question complémentaire. Et tu fais partie de l'opposition. Tu peux y aller. la troisième opposition. La question d'être pour ou contre les subventions, c'est être pour ou contre l'économie, ultimement. Fait que pour moi, ça se pose pas. Les subventions font partie intégrante du modèle économique. Je vais finir sur une note positive où est-ce qu'il y a des bonnes subventions, puis Femmes Essor, c'en est une excellente, de promouvoir le rôle des femmes en affaires, les programmes agricoles, les reprises d'entreprises pour qu'on ait justement une relève. Les programmes d'aide d'embauche aux employés à statut précaire, que ce soit au niveau des handicaps, des santé mentale. Regarde juste Export Québec, la mission commerciale qu'on a faite en Chine, toi puis moi. Il y a une grosse partie qui a été organisée puis payée par Export Québec. Puis on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ou que ça nous aurait coûté une fortune aller là. Combien de millions de retombées de ce voyage-là pour vous deux? C'est confidentiel. Non, pour vrai, de notre côté, ça a vraiment été... Nous autres, ça a été très bon. Étienne, Carlo et Alex, merci beaucoup. Ça a été un super podcast, vraiment, avec Manon Massé, tout ça. Vous avez été excellents. Les gars. J'ai chaud. Quoi? C'était comme ça. Ça, c'est pas abolition. C'est piment fort. Ça, c'est pas pareil. On va couper ça au montage. Ah, pas sûr, moi. Dans notre prochain podcast, j'ai bien hâte parce qu'on va vous présenter une artiste qui est en train de renouveler complètement la manière de faire des tournées au Québec et ultimement la manière d'être une artiste. Andréane Amalette va être avec nous. Manquez pas ça. Merci les boys. Merci beaucoup. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!